Barthélémy Ngom. Bienvenue à tous à la technique de ce journal. Aliouba, c'est une lourde perte, une triste nouvelle. Mourchid Iyane Thiam nous a quitté cette nuit. Le religieux président de la commission d'observation du croissant lunaire est décédé des suites d'une maladie. Iyane Thiam, un fervent défenseur de l'islam, il a beaucoup travaillé pour le rayonnement de la religion islamique à travers le monde entier. En atteste son livre intitulé Islam, justice et humanisme. Son portrait avec Koumba Sandiane Faye. Le croissant lunaire s'est réuni comme d'habitude. Un nom lié à jamais au mois de Ramadan au Sénégal. Mourchid Iyane Thiam présidait la commission nationale de concertation du croissant lunaire pendant une vingtaine d'années. Commission qu'il déclare avoir instituée en 1996. L'objectif du patriarche, unifier les familles religieuses, résoudre les divergences sur le croissant lunaire pour la célébration dans l'unité de la fête de Korité. Parfois critiqué dans sa démarche avec son équipe, n'empêche le religieux est resté le même, malgré les appels à la dissolution de la commission. Il a toujours résisté, même face à la science, toujours intransigeant sur les critères qui fondent ses décisions. Le hadith était clair pour lui. Jeûnez si vous voyez la lune, interrompez si vous la voyez. Mourchid Ahmed Iyane Thiam a eu à occuper différentes fonctions. Professeur arabe, chef du département Amérique-Asie au ministère des Affaires étrangères. Après sa formation à l'École nationale d'administration et de magistrature entre 1978 et 1980. Mais avant cette carrière, le jeune Iyane est parti se ressourcer à Kaolack, chez Mam Khalifa Niass, pour des études en sciences islamiques, avant de fréquenter l'école coranique de son homonyme à Saint-Louis. L'apprenant est parti par la suite au Maroc en 1959. Il obtient son brevet en arabe à l'Institut Al-Azhar de Casablanca en 1961. Un baccalauréat en 1964 au lycée Maghreb arabe de Rabat. Premier Sénégalais à s'inscrire à l'université Mohamed V, il y décroche une licence en sciences juridiques et politiques. Président des étudiants sénégalais de Maroc d'alors, Ahmed Iyane Thiam devient le premier noir titulaire d'un diplôme arabe à intégrer l'université libre de Bruxelles. Rapatrié au pays en 1970 par le régime de Senghor, il a été nommé professeur d'arabe au lycée Faidherbe de Saint-Louis par décret présidentiel. En 1991, le diplomate retourne au pays pour occuper le poste de conseiller du médiateur de la République jusqu'en 1992. Décoré à 2 reprises Ordre national du mérite en 1990 et Ordre national du Lion en 1998 par le président Diouf, le religieux fait paraître son dernier livre intitulé Islam, justice et humanisme en septembre 2020. Il est né en 1937, issu d'une famille religieuse omarienne. Il a maîtrisé le Coran à l'âge de 10 ans. À 83 ans, fin de mission pour le surveillant du croissant lunaire. Koumba Sandiane Faye. Mourchid Ahmed Iyane Thiam, qui nous a quittés, va donc reposer à Taïba Tafsir, dans la commune de Nabadji Siwal, région de Matam. La levée du corps, je le rappelle, aura lieu après la prière du vendredi à la grande mosquée de Dieuppeul. Des Dakarois interrogés saluent justement la mémoire du défunt, louent son sens de responsabilité et son engagement au service de l'islam. Nos interlocuteurs prient d'ailleurs pour que son successeur à la CONACOC soit quelqu'un de la même dimension que le défunt, Oumou Kalsoumdi. Le croissant lunaire a été aperçu dans beaucoup de lieux. Cette voix s'est éteinte à jamais. Mourchid Iyane Thiam n'est plus. Une nouvelle qui est tombée comme un couperet chez Mohamed Diaw, un habitant de la Médina, rue 19, angle 4. Il nous dit ce qui retient de l'homme. Je prie vraiment pour lui, que Dieu l'accueille à son paradis. Et ce que je retiens de lui, c'est qu'à chaque fin du mois de Ramadan, on se basait sur sa déclaration pour célébrer les fêtes. À quelques pas de là, Idriss Fall, la soixantaine, est assis devant la mosquée. Lui vient d'apprendre la triste nouvelle. Très affecté, il demande à son successeur d'être quelqu'un qui sera à la dimension de l'homme. Mourchid Iyane Thiam était un religieux. Il avait la lourde tâche de promouvoir la concertation et de maintenir le dialogue entre les confréries. Je prie pour lui, vraiment. Je demande à son successeur d'incarner le même profil que l'homme. Une triste nouvelle chez Aïcha Diallo, une retraitée de la Sonatel. Elle livre son témoignage. Je viens d'apprendre la triste nouvelle. Un homme pieux,
très correct. Je suis une ancienne de la Sonatel et c'était lui qui animait nos conférences religieuses. Vraiment, c'est très triste. Moustapha, un jeune d'une trentaine d'années, retient ceci de Mourchid Iyane Thiam. Je suis jeune, mais je l'admire beaucoup et à chaque fin du mois de Ramadan, j'attendais sa déclaration, après avoir bien sûr attendu celle de mon marabout. Mourchid Iyane Thiam, un religieux, un homme d'un grand esprit humanitaire, est resté durant toute sa vie au service de l'islam. Il est parti à jamais, tous prie pour le repos de son âme. Il nous a quittés donc cette nuit. Je rappelle qu'il sera inhumé cet après-midi à Taïba Tafsir, c'est dans la commune de Nabadji Siwal, région de Matam. Paix à son âme. Le groupe Futur Média par ma voix présente ses condoléances à toute la Oumma islamique. 3 décès hier de la Covid-19 selon le bilan du jour. 2102 tests réalisés, 184 positifs, 64 contacts, 120 cas communautaires, 166 patients ont été déclarés guéris, 49 cas graves sont en réanimation. Covid-19 toujours malgré l'explosion des cas et une augmentation des cas graves. La situation est toujours sous contrôle selon la directrice des établissements de santé. Dr Fatoumba Isila informe que le nombre de lits disponibles en réanimation Covid est de 69 et pour les autres pathologies, c'est 134. Salimata Ao. Bien qu'il y ait des tensions dans certaines structures hospitalières, la situation est sous contrôle. Néanmoins, la direction des établissements de santé précise qu'il faut savoir faire la part des choses. Fatoumba Isila. Nous avons actuellement au Sénégal 69 lits de réanimation disponibles pour les cas Covid. C'est-à-dire les cas Covid qui ont besoin de réanimation. 43 à Dakar et 26 dans les régions. Cette réanimation Covid est indépendante de la réanimation dans la routine. Quand on va dans un hôpital, on va, je sais pas, en chirurgie, on va à la gynécologie, on va en neurochirurgie. Ils ont le service de réanimation centrale. Actuellement, au Sénégal, nous avons 134 lits de réanimation qui sont actuellement fonctionnels, indépendamment de la réanimation Covid. Souvent, les gens font une confusion pour dire on n'a pas suffisamment de lits, on n'a que 109 lits au Sénégal. Non, c'est 109 lits, effectivement. Des structures saturées, comme l'hôpital Fann, qui ne dispose plus de lits en réanimation. Pour la directrice, ils sont en train d'anticiper sur d'autres sites. Pour certains sites occupés, pour d'autres, il y a une disponibilité. Mais on est toujours dans l'anticipation. Du moment qu'on est proche de la saturation, on est en train d'anticiper, et je le disais tout à l'heure à un de vos collègues, tout le monde est dans l'anticipation. Il y a certains sites de Dakar qui n'habitaient pas de CTE. Je prends l'hôpital de Pikine, je prends l'hôpital Abbas, à qui on a demandé de se préparer en conséquence, de mettre à disposition au minimum 5 lits pour qu'en cas de débordement, qu'on puisse faire recours à eux. Que personne ne se sente épargné. Ce qui est valable en Europe peut l'être au Sénégal. Le mot d'ordre reste la prévention, selon Fatoumba Isila. Là, vous dites quoi? Mettons nos masques, respectons les gestes barrières, évitons les regroupements, évitons les contacts, arrêtons les cérémonies. Il faudrait que chacun assume ses responsabilités. Mais il arrivera un moment, si le flux de malades continue avec ce même rythme, on ne pourra plus tenir et tout le monde va perdre. Les autorités sanitaires rappellent qu'il ne faut pas se baser uniquement sur le nombre de lits en réanimation. Le nombre de personnes qualifiées aussi compte autant. La directrice des établissements de santé qui appelle donc à plus de responsabilités. Et parmi les mesures prises pour justement stopper la propagation du virus, le couvre-feu. Et sachez qu'il perturbe le quotidien de bon nombre de Dakarois, surtout dans la banlieue, à Guédiawaye précisément. Là-bas, les jeunes disent être privés de leur liberté et de leur temps précieux pour manger le soir. Ce n'est pas facile. Certains dînent avant 21h pour ne pas aller au lit le ventre creux. Oumar Mbow, notre correspondant sur place. Ils sont en train de savourer les derniers instants. Ils vont bientôt regagner leur domicile. S'il y a un moment que ces jeunes détestent, c'est bien 21h. C'est un peu compliqué avec la situation de l'état d'urgence, mais également du couvre-feu. Abdoulaye Dia, Pape Niang et Moustapha Diouf ont un avis bien tranché sur le couvre-feu. Parce que depuis lors, de 5h à 21h, les mesures barrières ne sont pas respectées. Les gens sont dans les rassemblements. Je ne vois pas effectivement l'utilité. Le temps de boire du thé à quelques minutes de 21h, cet homme ne l'a pas. Ahmed Sarr cherche quoi mettre sous la dent devant une dibiterie qui grouille de monde.
Ahmed s'attend à une longue nuit. C'est pour cela qu'il veut un plat consistant. Ici, dans la banlieue, les jeunes ont beaucoup de mal à s'adapter au couvre-feu. L'adaptation n'est pas une mince affaire, une chose facile, n'est-ce pas? C'est pas très aisé. RFM Guédiawaye, Omar Mbow. Eh oui, les nuits sont longues durant le couvre-feu de 21h jusqu'à 5h du matin. Midi 12, vous suivez le journal sur la radio Futur Média. Une courte pause et la suite. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Barthélémy Ngom. Les jours sont comptés pour ceux qui habitent aux alentours de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ils vont bientôt quitter les lieux. Une réunion d'information s'est tenue à la gouvernance de Thiès avec la participation des maires de Diass et de Keur Moussa. Le gouverneur a fait savoir que les familles impactées ont été toutes indemnisées et elles seront relogées. Cheikh Anta Diop, 4500 hectares ont été affectés pour la construction d'hôtels, d'écoles de formation au métier de l'aviation. Toutes les maisons qui sont autour de l'aéroport international Blaise Diagne, occupant les périmètres de la région de Thiès, précisément dans les communes de Keur Moussa, département de Thiès, et Diass, département de Mbour, seront déguerpies. Les autorités administratives, le directeur de l'aéroport international Blaise Diagne et des experts se sont retrouvés à la gouvernance de Thiès pour se pencher sur la question. Mohamedou Moustapha Ndaw, le gouverneur de la région de Thiès. Aujourd'hui, nous avons 4500 hectares qui occupent donc l'aéroport dans cette zone-là. Et il y a une pression foncière assez importante sur les populations. Des problèmes de recensement des personnes impactées pour libérer les espaces nécessaires à la construction des infrastructures de l'aéroport, mais de libérer aussi les espaces nécessaires à la sécurité aéroportuaire. Il faut recaser ces populations. Faire de Thiès le premier hub aérien sous-régional, c'est l'ambition du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, Doudouka. D'abord, la région de Thiès qui, pour nous, dans le plan stratégique, va devenir un pôle aéronautique pour que ces projets phares, centre de maintenance aéronautique, la nouvelle aérogare fret, donc il y aura l'académie des métiers d'aviation et également des hôtels, construire une ville aéroportuaire, des centres commerciaux, permettre à ces fils de ces localités d'apprendre des métiers aéronautiques pour participer au développement et la gestion de cette plateforme aéroportuaire. Toutes les décisions qui ont été prises vont aller dans le sens de placer l'aéroport international Blaise Diagne SA comme premier pôle aéronautique dans la sous-région. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Démolition de maisons à Mbour 4, c'est dans la commune de Thiès. Le maire Talla Sylla appelle au calme et à la sérénité. Il rassure les victimes en leur annonçant que le dossier est sur une bonne voie. Le préfet est en train de l'étudier dans le dessein d'obtenir un décret de déclassement. Talla Sylla avec Cheikh Anta Diop. Nous avons entendu certains dire que le collectif a été reçu par le président de la République. Mais le collectif a été reçu par le directeur de cabinet adjoint du président de la République et par moi-même en tant que conseiller spécial. Mais vous savez très bien que personne ne peut organiser de rencontre là-bas à la présidence si ce n'est avec l'aval du président de la République. Donc c'est sur instruction du président de la République que nous avons rencontré le collectif pour les écouter, recenser leurs préoccupations pour rendre compte à l'autorité. Ce qui a été fait. Alors tous les problèmes qui se sont posés entre-temps ont été pris en charge. Maintenant, il y a d'autres problèmes de fond qui sont liés au processus de régularisation et ça ne peut se faire que par la signature d'un décret de déclassement. Maintenant, nous avons dit qu'il faut tout faire dans le calme et la sérénité, puisqu'il y a un pas que certains n'hésiteront pas à franchir entre déclassement et déforestation. Nous savons tous qu'il ne s'agit plus dans cette partie-là d'une forêt, qu'il ne s'agit pas d'une déforestation. Alors, le Sénégal a des engagements internationaux qu'il respecte, qu'il tient à respecter. Nous voulons juste aller dans le sens de prendre les dispositions au plan administratif et légal pour régulariser les populations qui en ont le plus besoin. Maintenant, vous savez, le président de la République, en décembre 2017, avait pris l'engagement à l'occasion du lancement des travaux de KMS3. À l'époque, instruction avait été donnée au gouverneur de mettre en place une commission de recensement, ce qui a été fait. Aujourd'hui, le préfet prend l'initiative de poser des actes allant dans le sens de vérifier, disons, ce recensement-là. Nous ne pouvons que aller dans le sens de renforcer donc les échanges. Talla Sylla, le maire de Thiès, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants en master ont violemment manifesté ce matin. Ils réclament leur bourse qu'ils n'ont pas perçue depuis 6 mois. Les forces de l'ordre les ont aspergés de grenades lacrymogènes, ce que dénoncent bien sûr les étudiants. Pape Mbaye Diaw.
Encore des affrontements entre étudiants et policiers à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants en master de la faculté des sciences exigent 6 mois d'arriéré de bourse. Sada Thiam est le délégué de la faculté des sciences. Les étudiants des master 2 SVT, master physique d'application et master chimie se sont rendus au niveau de l'avenue Cheikh Anta Diop. Parce que ça fait presque 6 mois que ces étudiants n'ont pas encore reçu leur bourse et que les cours ont démarré au niveau de la faculté des sciences et techniques. Beaucoup de nos étudiants ne sont pas répondus présents au niveau des amphis parce qu'ils n'ont pas de quoi quitter le local. Nous avons entrepris tous les démarches nécessaires. Après, le directeur des bourses nous a envoyé un audio en disant qu'il n'y a aucune possibilité à faire pour régler la situation de ces étudiants. Les étudiants dénoncent tout de même l'attitude des forces de l'ordre qui, à l'aide de grenades lacrymogènes, ont semé le désordre dans le campus. Selon Sada Thiam, une chambre d'étudiants a pris feu. Une chambre au niveau du pavillon a pris feu. Les policiers ont lancé là-bas un grenade lacrymogène et que la chambre a pris feu. Et nous faisons cela avec la dernière énergie. Donc nous interpellons sur ce point le directeur du COUD pour qu'il dédommage ces étudiants-là. Cette sortie synonyme d'avertissement, les étudiants comptent durcir le ton si leurs doléances ne sont pas prises en charge dans des délais raisonnables. Au moment où les étudiants en master de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar réclament leur bourse, leurs camarades étudiants de Nioro, orientés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, eux disent rencontrer d'énormes difficultés. Certains parmi eux passent la nuit dans les couloirs parce que n'ayant pas de logement, ils risquent d'ailleurs de cartoucher et c'est pourquoi ils tirent la sonnette d'alarme. Les autorités municipales de Nioro, elles, appellent au calme et à la patience. Sekou Diallo. La situation devient de plus en plus chaotique chez les étudiants niorois à Saint-Louis. Le CES, le cercle des étudiants niorois à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ne peut en aucun cas prendre en charge tous les étudiants. Je m'appelle Sambagnan, je suis le président du cercle des étudiants niorois à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Là où je parle, il y a des étudiants qui passent la nuit dans les couloirs, dans les salles d'études, mais également, ce qui est plus grave, dans les salles clés. Beaucoup de démarches ont été effectuées aux côtés des autorités, mais toujours en vain. On a saisi les autorités universitaires, mais également les autorités étatiques, mais toujours que nos frères sont là. Et sous peu, nous aurons un bon nombre d'étudiants qui seront à l'IGB, alors que nous n'avons pas de lieu pour les loger. Ils demandent de l'aide. Maintenant, nous demandons toujours l'aide à l'égard des autorités, puisque notre situation, elle est désastreuse. Les logements sont à 150 000 chaque fin du mois, alors que le budget de les structures ne peut pas payer 150 000 chaque fin du mois durant 10 mois. Là, c'est impossible. On ne peut pas. J'ai quitté ma chambre pour les léguer à nos frères et sœurs. Actuellement, je suis logé à 12 km de l'université, ce qui veut dire qu'on est dans une situation très grave. Selon le maire de la commune de Nioro, Abdoulaye Ba, les fonds de dotation pouvant servir d'appui à ces étudiants ne sont toujours pas disponibles. Sekou Diallo, je vous l'annonçais, cette réaction du parti PASTEF suite au résultat de l'indice de perception de la corruption 2020. Le Sénégal demeure dans la zone rouge avec une sous-moyenne de 45 sur 100. Un classement qui ne surprend guère le parti d'Ousmane Sonko, selon Abbas Fall, membre du comité de pilotage de PASTEF et coordonnateur du parti à Dakar. La corruption est entretenue par le régime Sall qui doit libérer les corps de contrôle. Abbas Fall était l'invité d'RFM Matin ce vendredi. Dans un pays où c'est le président de la République qui dit lui-même qu'il a mis des coudes sur certains dossiers, nous l'avons entendu le 31 décembre dire « je ne peux pas » donc prendre certains dossiers et les mettre à la disposition de la justice parce que tout simplement, ces dossiers peuvent être à l'origine de troubles publics. C'est très grave quand un président de la République parle comme ça. Dans un pays où un scandale de 94 milliards qui ont été détournés par des Sénégalais, un parti politique ou bien un citoyen sénégalais saisit la justice pour faire la lumière sur cela et le dossier est classé sans suite. Dans un pays où des ministres refusent même de se présenter au corps de contrôle, ça pose problème. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris par ce niveau de classement. La corruption existe bel et bien au Sénégal et malheureusement cette corruption est promue par nos dirigeants. Que faire donc? C'est simple, c'est laisser les corps de contrôle faire le travail. Ce qu'il faut faire, c'est détacher le procureur de la tutelle du ministère. Ce qu'il faut faire, c'est autonomiser ces corps de contrôle-là pour qu'ils puissent saisir directement la justice, pour que ces dossiers-là soient clarifiés. La question d'un parquet financier est agitée. L'on dit même que le rapport des experts sera remis au chef de l'État très prochainement. Mais si on met en place encore un autre organe de contrôle qui va subir encore les mêmes travers, ça ne sert absolument à rien. Je ne pense pas qu'on ait besoin vraiment encore d'un organe supplémentaire. L'IGE est un excellent corps de contrôle. L'OFNAC, la Cour des comptes n'ont pas besoin d'un organe supplémentaire pour faire exactement la même chose. Si ce sont les mêmes procédés qui sont répétés, je ne vois pas l'utilité de la création d'un parquet financier. RFM. L'actualité internationale. À 12h21, bienvenue
Seydou Nourouba. Merci Barthélémy Ngom. Direction Côte d'Ivoire, c'est pour parler du Front populaire qui est encore divisé. On est à un mois des élections législatives. Il s'agit cette fois-ci de la bataille des logos entre le FPI tendance à Finguessan et le FPI tendance Gore. Comprenez Bagbo Ourian, Pascal Finguessan saisit la commission électorale pour interdire l'usage du FPI par la tendance Gore, illégale selon lui. Gobia Yabi est notre correspondante à Abidjan. La guerre de leadership entre les membres du Front populaire ivoirien FPI a repris de plus belle à l'approche des élections législatives. Dans un courrier adressé à la commission électorale indépendante le 28 janvier 2021, Pascal Afien-Guesson, président de la branche légale du FPI, dénonce l'usage frauduleux du sigle et des symboles de son parti. Il écrit, je cite, « Je me permets de prendre votre attache pour le compte du FPI à le fait de porter à votre connaissance et protester contre le comportement tendancieux de certains candidats. Ils usent frauduleusement des couleurs, sigles, symboles et intitulés du FPI. » Fin de citation. L'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo demande à la CEI de mettre tout en œuvre pour que prenne fin cette utilisation frauduleuse des symboles par des personnes qui ne sont pas membres de sa formation politique. Pour rappel, Pascal Afien-Guesson et ses camarades de l'aile dure du FPI, les Gore, Gbagbo ou rien, se disputent depuis bientôt 6 années la présidence du parti. Dans le cadre de la contestation du 3e mandat d'Alassane Ouattara, les deux tendances s'étaient rapprochées. L'on croyait que les frères ennemis avaient fumé le calumet de la paix, mais le choix des candidats aux législatives et l'utilisation du logo par les Gore ont fini par raviver les tensions entre ces deux tendances. Ici Gobia Yabi Abidjan pour RFM. Gobia Yabi, la suite, pas Georges, mais Seydou Nourouba. Nous parlons du dialogue politico-social en Centrafrique, une mission du CIRID État Bangui. Objectif, repenser les plaies et apporter une contribution en mobilisant différentes ressources endogènes centrafricaines, notamment au plan sportif et culturel. Maodo Malik Mbaye, représentant régional du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous l'écoutons. C'est une mission exploratoire de contact et d'écoute, mais une mission qui met en exergue d'abord les ressources endogènes qui doivent constituer la pierre angulaire de ce dialogue. Le dialogue en tant que référence stratégique qui permet à des fils et des filles d'un pays de se relever et de penser les plaies pour sortir de la crise qu'il traverse. Et nous avons eu une cible et une stratégie qui sera axée sur 2 éléments, la culture et le sport. Nous en profitons d'ailleurs pour féliciter la mission des Nations Unies ici en Centrafrique, dirigée par le Sénégalais Mankeur Ndiaye, parce que tous les acteurs que nous avons rencontrés, du président de la République Todera à la plateforme des confessions religieuses, tous ont salué le travail remarquable qui a été fait ici par la MINUSCA. En tout cas, nous partons de Bangui avec beaucoup d'espoir et revenir pour rencontrer les autres factions de la crise qui n'a que trop duré. Direction le Maroc, où nos compatriotes Barthélémy se préparent déjà à leur reconversion post-Covid dans plusieurs secteurs comme le commerce, les contacts humains se raréfient. Ils sont nombreux, des vendeurs à la sauvette qui se retrouvent dans d'autres domaines. C'est le cas de ce couple sénégalais que Khadim Mbaye a rencontré à Casablanca. Une ambiance de fond bon enfant, des clients attablés ou en attente de leur commande. Le sourire au visage, le maître des lieux, Saher, est aux anges. Pourtant, rien ne le prédestinait à ce métier de restaurateur. J'étais marchand ambulant, je vendais plusieurs articles. Puis arrive le confinement et tout change. Je me suis converti dans la restauration après le confinement. Je suis aidé par mon épouse. Épaulé par Bigué, son épouse, il se lance dans l'aventure du Dibi sénégalais au Maroc. Une aventure qui n'a rien d'ambigu, se vante la cause gênante. Nous sommes partis du constat qu'il y avait beaucoup de Sénégalais qui cherchaient des endroits où manger. Le menu se présente comme suit. On fait du dibi poulet, dibi viande, on fait du tout en fait. On fait également de la livraison à domicile.
Livraison aussi. De quoi épater plus d'un. Cette Congolaise, par exemple. Très bon, très bon. Ah, je peux pas décrire le goût, mais c'est bon. Beaucoup n'ont pas cette chance de se convertir. Résultat, le chômage parmi les Sénégalais du Maroc est dans une tendance plutôt inquiétante. Khadim Mbaye, Casablanca, Radio Futurs Médias. Barthélémy Ngom qui se prépare à mettre en place sa députerie. On sait. Algérie, après le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, est poussé à la démission. C'était en 2009, rappelez-vous. La justice algérienne a lancé plusieurs enquêtes pour corruption. Des procès de personnalités proches de l'ex-chef d'État ont eu lieu ou sont en cours. Attention, en coup d'État en Birmanie, plus d'une dizaine d'ambassades, dont celle des États-Unis et la délégation de l'Union européenne, ont exhorté ce vendredi la Birmanie à adhérer au moins à un esprit démocratique. Ils rejoignent ainsi l'ONU dans ces réunions en cœur d'incertitudes, d'inquiétudes internationales sur un possible coup d'État. Barthélémy Ngom. Merci beaucoup, Seydou Nourouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, accident de la route, tolérance zéro, le ministre Mansour Faye brandit le bâton contre les transporteurs qui violent le code de la route. Débat en fin de journal, nous serons avec Cheikh Oumar Gaye, le directeur des transports routiers, et Momar Souran, coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal. RFM Sport. Georges Déchédio, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Georges, dans sa tenue de sportif ce matin. Football d'abord, Georges. La Ligue 1 sénégalaise qui démarre demain, samedi, sa 5e journée. 2 rencontres au programme Douane Diambar au stade Ibrahima Boy et Dakar Sacré-Cœur Pikine au stade Amadou Barry. La suite dimanche avec entre autres un alléchant Teungueth Football Club Diaraf, Teungueth FC Diaraf de Dakar. 2 clubs qui semblent être au summum de leur forme au vu de leur performance en Afrique et dans le championnat local. Ce match sera ouvert selon notre confrère du quotidien Stade, Cheikh Demba Ndiaye, au téléphone avec Cheikh Tidiane Diagne. Le duel Teungueth FC et Diaraf fait partie actuellement des duels les plus attendus dans ce championnat du Sénégal. D'autant plus que actuellement Teungueth FC et Diaraf font partie des grands clubs de ce championnat. Et d'autant plus que l'année dernière, Teungueth FC a été leader à mi-parcours et Diaraf aussi a été son défunt. Actuellement, Teungueth FC à l'issue du match contre Casa Sport avec une victoire a fini par éjecter Diambar du fauteuil. Et par contre aussi Diaraf a fini par battre Mbour PC pour être au pied du podium. Ce qui veut dire que Teungueth FC cherche à conserver son titre et que Diambar aussi tente à intégrer le podium, soit devenir 2e ou 3e. Pour y arriver, il va impérativement qu'il batte Teungueth FC. Ce match ne sera pas du tout facile, d'autant plus que aussi ce sont nos 2 clubs qui nous représentent au niveau africain. Actuellement, ils ont déjà montré leurs preuves, que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs ou bien les supporters. Personne ne voudra rentrer avec une défaite. Ce sera une rencontre alléchante. Je pense que le régal sera un beau fixe comme on le dit. Et à signaler que Teungueth FC aussi est resté depuis l'an dernier jusqu'à présent invaincu. Cela fait 22 matchs que Teungueth FC n'a pas échoué une défaite. Teungueth FC donc qui est leader du championnat avec 10 points. Le Diaraf est 4e avec 7 points. Diambar et Pikine occupent respectivement la 2e et la 3e place. Le CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football, début des quarts de finale demain samedi. Au programme Mali-Congo à 16h, à 19h, la République démocratique du Congo joue contre le Cameroun, pays organisateur. Le lendemain dimanche, Maroc-Zambie et Guinée-Rwanda. Le Maroc tenant du titre qui se qualifie en quart de finale donc du CHAN qui se poursuit à Yaoundé. Le Maroc qui croise, on l'a dit, la Zambie. Là-dessus, Abderrazak Hifti, il est membre de l'encadrement des Lions de l'Atlas. Il est interrogé par Khadim Mbaye. Les joueurs ont assisté à la séance d'entraînement
et ils sont en bonne santé. Depuis 3 jours, Dari, qui souffrait au niveau de la jambe, suit un programme individuel. Il a pu prendre part aux entraînements d'aujourd'hui. Cependant, nous n'avons pas encore décidé de sa reprise. Concernant Badi, il a été infecté par le nouveau coronavirus, mais rien de grave, puisqu'il est asymptomatique. Son moral est bon et il suit son traitement. Le kinésithérapeute Belhabib Abdallah, lui, l'est atteint, mais rien de grave également. Globalement, les conditions physiques des joueurs sont au rendez-vous. Les séances d'entraînement sont bien dosées. On espère remporter la Coupe d'Afrique. Et je pense qu'on est sur le droit chemin, même si les conditions météorologiques sont un peu différentes de ce que nous avons l'habitude de voir. Et pour terminer, Georges Déthié-Diop, un tour d'horizon des championnats européens. En France, début ce vendredi de la 22e journée de la Ligue 1. À 20h, l'Olympique lyonnais reçoit les Girondins de Bordeaux en Espagne, Real Valladolid, USK à 20h. Match comptant pour la 21e journée de la Liga espagnole. La Serie A italienne démarre sa 20e journée. Torino, Fiorentina ce soir. En Allemagne, Stuttgart, Mainz 0-5. La saison régulière de la NBA pour terminer vraiment. Et là, nous parlons basket. Les Los Angeles Lakers chutent à nouveau. LeBron James et ses partenaires ont été battus par Detroit Pistons 92, 107, 24 heures après leur défaite contre Philadelphie. Les Los Angeles Clippers, eux, ont pris le dessus sur Miami Heat 109-105. Ils enregistrent ainsi leur 8e victoire en 9 matchs. Phoenix Suns, Golden State Warriors 114-93, Houston Rockets, Portland Trail Blazers 104-101. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. On retrouve à nouveau Georges Déthié-Diop. Elle est là. Ainsi parle Libération. La variante britannique du SARS-CoV-2 est dans nos murs. Pas que Libération. Tous les journaux ou presque n'en ont que pour l'apparition au Sénégal de la souche britannique. Le variant britannique détecté au Sénégal, informe Le Soleil. Notre pays chope le pire virus du corona, renchérit Vox Populi. Le journal Le Quotidien parle d'un cas grave pour le Sénégal. En effet, le professeur Souleymane Mboup de l'IRSF a informé hier de la présence du variant britannique SARS-CoV-2 dans l'échantillon de la 2e série durant la 2e vague. Le Soleil indique que la souche britannique détectée le 27 janvier au Sénégal aurait un taux de contagiosité de 50 à 70% plus élevé que le virus de base et une létalité de 30 à 40%. C'est pourquoi d'ailleurs le professeur Mboup a invité les Sénégalais au respect des mesures barrières. Pour lui, il est impératif d'appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective. Selon Vox Populi, la souche britannique a été détectée à Dakar sur un ressortissant indien. Libération parle plutôt de la Petite Côte et souligne que le patient a été déclaré guéri. Ce que confirme le journal Le Quotidien. Selon mon confrère, le premier cas et ses contacts sont guéris. Alors que les autres journaux parlent d'un variant, l'Observateur fait état de 4 souches détectées au Sénégal. L'Obs se fonde sur une autre étude sous-régionale menée par l'Institut national de santé publique dirigé par le professeur Abdul Salam Ouedraogo. Cette étude évoque la présence de 3 autres variants. Une chose pour le moins sûre, les morts se multiplient de jour en jour. L'Observateur parle d'hécatombe. 204 morts en 28 jours. Selon l'Obs, à la date d'hier, le Sénégal a déclaré un total de 614 décès, dont 204 déplorés ce mois de janvier. Janvier est donc le mois de tous les records. L'Observateur, qui a fait un tour dans quelques cimetières du pays pour
constaté l'augmentation du nombre d'inhumations. Comme quoi, conclut mon confrère, le Covid-19 ne livre pas tous ses secrets. Ce n'est pas que le coronavirus qui tue. En plus de la pandémie, les accidents font des ravages. Tribune fait le décompte. 26 morts en 48 heures. Un accident fait 10 morts sur l'axe Kaolack-Kaffrine. La Covid déchaînée avec 13 morts hier à Rodoba. Le bilan d'un accident s'est alourdi avec 3 morts. À Toubatoul, le directeur d'une école emporté par le virus. Le virus qui circule à l'université. Enquête consacre un dossier à la propagation du Covid-19 à l'université qui, selon mon confrère, est dans tous ses états. Enquête indique que les enseignants veulent certes se lancer dans l'enseignement en ligne ou l'option bimodale, comme le suggèrent les recteurs des différentes universités publiques touchées par le Covid, mais ils estiment qu'il y a d'abord des préalables. Les enseignants du supérieur, interpellés par enquête, soutiennent que leur ministère de tutelle et le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'ont pas respecté les promesses tenues lors de la première vague. Le nouveau classement des pays ayant le mieux géré la pandémie, Les Échos apprend que le Sénégal est 9e en Afrique et 36e mondial. Notre pays est devancé par le Rwanda, le Togo, la Tunisie, le Mozambique, le Malawi, la Zambie, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Selon Les Échos, le classement est réalisé par Lowy Institute en Australie. L'indice de perception de la corruption. L'As et Sud Quotidien semblent s'être passé le mot. Les deux journaux affirment que le Sénégal est dans la zone rouge. Transparency International a publié hier son rapport 2020. Selon les résultats, le Sénégal fait du surplace. Depuis 2016, notre pays a cessé de progresser. Le Sénégal conserve son score de 45 sur 100 et stagne dans la zone rouge à l'instar de tous les pays de l'UEMOA et ceux de la CEDEAO, sauf le Cap-Vert qui a obtenu une note de 58 sur 100. Les chapes de plomb, selon Sud Quotidien, la faible volonté politique dans la lutte contre la corruption, la malgouvernance, l'accroissement de l'impunité. Et pour inverser la tendance, Birahim Seck du Forum civil confie dans Sud qu'il appartient au chef de l'État de cesser d'entretenir une impunité affirmée et voulue sur des dossiers qui intéressent la gestion des ressources des contribuables. Un coup d'œil dans Source A. Le journal fait savoir que le contentieux entre Maître Moussa Diop et Omar Boun Khattab Silla entre dans une nouvelle phase. Non seulement le dossier atterrit sur la table de la justice qui a autorisé la saisie conservatoire des comptes et biens de Dakar Demdik, mais également l'actuel directeur général de la société de transport menace de le traduire en justice pour faux présumé sur un dossier administratif. Maître Moussa Diop ne compte pas se rendre au tribunal les mains vides en cas de procès. Source A dit avoir parcouru 3 documents sur lesquels il se fonde et au bas desquels il y a la signature du président du conseil d'administration. Mieux ou pis, Maître Moussa Diop menace de faire témoigner des membres du conseil d'administration si son successeur n'arrête pas de l'accuser de faux. À la une du quotidien Les Échos, élection du président de la CAF, la Confédération africaine de football, Macky Sall déploie sa diplomatie pour Augustin Senghor. Selon le journal, les ministres Matar Ba et Abdoulaye Sow et l'ambassadeur itinérant Erhard Diouf ont été envoyés hier en Mauritanie. Maître Aïssata Tall Sall, elle aussi, s'y met. La Gambie et la Guinée-Bissau dans la poche. Le Maroc hésite. Le Mali valse. À vos kiosques et bonne lecture. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. La revue de presse vous a été offerte par Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe. À midi passé de 39 minutes, nous en arrivons à Point de Vue. Accident de la route de tolérance zéro. Le ministre Mansour Faye brandit le bâton contre les transporteurs qui violent le code de la route. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Cheikh Oumar Gaye. Monsieur Gaye, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes le directeur des transports routiers. Notre deuxième intervenant, Momar Sourang. Monsieur Sourang, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal. Alors, directeur Cheikh Oumar Gaye, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, hier à Daga Diakhaté, lieu où est survenu donc l'accident qui a fait environ 8 morts et des blessés. Le ministre a annoncé que la tolérance zéro sera appliquée aux conducteurs non respectueux des règles de la bonne conduite, en somme le code de la route.
D'abord, une réaction par rapport à ces propos, si l'on sait que ce n'est pas la première fois que cette tolérance, qu'on annonce cette tolérance zéro. Voilà, merci beaucoup Barthélémy. Bonjour au doyen Mansour. Donc au doyen Mansour Souran, notre ami frère Mansour Souran. D'abord, permettez-nous de présenter nos condoléances, les condoléances du ministre Mansour Faye, qu'il a déjà fait donc donc la survenance de l'accident mortel qui a eu lieu dans la région de Kaolack hier, et les condoléances en cas du président de la République et celle de toute la nation. Déplorer ce qui s'est passé parce qu'effectivement c'est encore le comportement humain, donc la responsabilité humaine qui est engagée. C'est un facteur humain. Un facteur humain qui est engagé. Donc un automobiliste, un conducteur dans des conditions de visibilité et de visibilité vraiment bonnes, c'est permis effectivement de transgresser, violer toutes les prescriptions du code de la route en ce qui concerne donc le respect de la ligne continue, en ce qui concerne le respect en tout cas de la conduite au droit d'un virage, le respect de la conduite et de la limitation de vitesse en agglomération. Donc toutes ces prescriptions du code de la route ont été bafouillées donc par un automobiliste. Donc c'est le facteur humain qui est responsable de tout ça. Donc le ministre n'a fait que rappeler effectivement les dispositions du code de la route et tout ce que la loi prévoit en termes de sanctions et en termes de contrôle routier. C'est ce qu'il a rappelé. Donc tolérance, les gens parlent de tolérance zéro, mais tolérance zéro, c'est l'application donc rigoureuse de la réglementation. Justement, parce qu'on agite souvent tolérance zéro, mais sur le terrain, on se rend compte que l'application fait défaut. Non, c'est pas ça. Donc le contrôle routier d'abord, ça se fait par échantillon. Sur 10 véhicules qui passent, certainement c'est un véhicule qui est contrôlé. Dans tous les pays du monde, le contrôle du routier se fait par échantillon. Donc on ne peut pas mettre derrière tout un automobiliste, donc tout automobiliste, un force de défense sécurité ou bien un agent préposé au contrôle routier. C'est par échantillon, c'est pour dissuader. Maintenant, c'est de la responsabilité et vraiment du conducteur de se comporter et de respecter les prescriptions du code de la route. Donc c'est de la responsabilité qui est là, c'est vraiment un acte de civisme qui doit être observé par rapport à ces situations donc de conduite. D'accord. Il y a le code de la route qui est l'arbitre qui nous dit vraiment comment respecter les différents usages. Et si ce code de la route n'est pas respecté, tu es en train de mettre en danger et votre vie et la vie des autres usagers, et c'est ce qui s'est passé. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. En tout cas, le ministre des Transports, Mansour Faye, a annoncé qu'il va saisir Félix Antoine Diome, le ministre de l'Intérieur, de même que le ministre des Armées, Sidiki Kaba. Alors, Mansour Souran, là, c'est un facteur humain qui est indexé dans l'accident survenu hier. Vous êtes le coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal, justement. Est-ce qu'il vous arrive des fois de sensibiliser vos camarades sur les dangers qu'ils encourent si leurs véhicules sont surchargés? Oui, je voudrais d'abord vous remercier et saluer mon jeune frère et ami Cheikh Omar Gaye. Et à mon nom et au nom de tous les acteurs routiers du Sénégal, présenter nos condoléances aux familles endeuillées et souhaiter que cela ne se renouvelle plus. Je voudrais un peu rebondir sur votre argumentaire. Je pense que le président Macky Sall fut ministre de l'Intérieur sous le président Wade. Il avait brandi le slogan tolérance. Tolérance zéro. Et on se souvient, ça avait créé un petit malentendu avec les chauffeurs. Oui, et aujourd'hui, je ne vois pas l'impact positif de tolérance zéro. Ce qui veut dire que donc il faudrait changer de fusil d'épaule. Moi, je pense qu'il faudrait une large concertation avec les acteurs. Parce que pour enrayer les accidents, il y a 600 morts, on nous dit, sur les routes. Il y en a plus. Parce que par an. Par an. Sans compter maintenant les blessés, sans compter, M. Souran, les blessés dont certains deviennent infirmes le reste de leur vie. Tout à fait. Donc, vraiment, c'est déplorable. Mais je veux dire que pour régler le problème des accidents, je pense qu'on n'a pas encore l'outil nécessaire. Il nous faudrait disposer de ce que je veux dire, d'un laboratoire d'abord d'accidentologie pour pouvoir énumérer les accidents et connaître les causes réelles. Ce n'est qu'en ce moment qu'on pourra élaborer des stratégies pour atténuer les accidents. Mais sauf que sur ce cas précis, tout le monde connaît la cause est connue de tous. Je peux l'appeler ainsi. Nous
nous, on a toujours dit qu'il nous faudrait mettre en place un centre de formation. Parce que le fait d'avoir le permis de conduire ne veut pas dire qu'en fait, vous êtes un chauffeur titulaire. Nous avons proposé à l'État de mettre en place un centre de formation pour que celui qui désire devenir un chauffeur professionnel puisse y venir recevoir un renforcement de capacité, être testé à nouveau par de vieux chauffeurs, par des transporteurs, pour voir s'il est apte pour gérer un véhicule avec 75 personnes. Donc pour vous, les transporteurs ne savent pas ou en tout cas ne maîtrisent pas le degré de responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Bien sûr, nous le mesurons, mais il faudrait voir ce qui se passait dans le passé. Ces accidents ne se sont passés que quand il y a plus de déstructuration du secteur. Aujourd'hui, les gens apprennent à conduire dans la rue. Quand vous allez chercher un chauffeur, vous le cherchez dans la rue. Et quand vous allez à la pêche, vous ne pouvez pas présager de ce que vous allez avoir. Mais c'est la responsabilité de l'État du Sénégal de s'assurer que tous les conducteurs qui montent sur un véhicule ont l'aptitude nécessaire. Nous faisons ce que nous voulons, mais c'est une responsabilité partagée entre l'État du Sénégal et nous. Nous leur avons dit qu'avoir le permis de conduire ne veut pas dire que vous pouvez être chauffeur titulaire. Ils n'ont qu'à mettre ce centre de formation. Nous discuterons des termes de référence et ainsi les chauffeurs qui en sortiront pourront bénéficier d'une bonne formation pouvant leur permettre des chauffeurs professionnels. Et dire tout simplement aussi que j'ai entendu parmi les mesures du ministre qu'on allait retirer la licence du véhicule. Oui, retrait de la licence du transporteur qui passe outre le code de la route. C'est une erreur. La licence appartient au véhicule. Il y avait ce qu'on appelle le tribunal des propriétaires de permis de conduire, c'est-à-dire la commission de retrait des permis de conduire. C'est une infraction qui est commise par le chauffeur. C'est son permis qui doit passer à la commission de retrait des permis. Et non la licence. Et non la licence, parce que la licence, le propriétaire n'est pas là-bas quand le chauffeur faisait ça. Donc c'est une erreur de communication que nous tenons à rectifier parce que nous ne voulons pas que cela se passe ainsi. C'est le chauffeur qui doit être sanctionné et non le transporteur. Et non le propriétaire, d'accord. Nous n'aurons pas un centre de formation pour nous assurer que ces gens-là ont la capacité de conduire des véhicules et même avec des psychologues, parce que la responsabilité, on ne naît pas avec. Il faudrait qu'ils soient conscientisés. C'est tout un ensemble qu'il faut être en place pour éradiquer ces accidents. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Souran. Je vais donner la parole à Cheikh Omar Gueye, le directeur des transports routiers. Monsieur Gueye, M. Souran l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi organiser des renforcements de capacité pour trier au volet les transporteurs qui vont transporter les passagers? Si l'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des transporteurs sont entre guillemets analphabètes, ils ne savent pas lire et donc parfois ils ne maîtrisent pas ce que dit carrément le code de la route. Merci. Avant peut-être de rebondir sur cette question-là, je voudrais vraiment donc dire que le doyen Monsouran s'est trompé. Le ministre, effectivement, a très bien fait de parler de retrait de licence pour l'exploitation du véhicule. Je dis que la licence est une autorisation d'exploitation dans des conditions qui sont fixées. Qu'est-ce qui est en cause? C'est le véhicule qui est en surcharge. Donc c'est l'exploitation qui est en cause. Le ministre a bel et bien le droit, au-delà des sanctions qui sont prévues pour le chauffeur comme infraction, et que donc le code de la route prévoit le retrait de son permis et une amende forfaitaire. Au-delà de cela, le véhicule qui a servi à faire l'exploitation et qui bénéficie d'une licence d'exploitation de transport public peut être bel et bien retiré par le ministre des Transports. Ça, c'est la loi qui le dit, la loi d'orientation le dit, le code de la route le dit, donc le doyen s'est trompé à ce niveau-là. Le ministre a bel et bien, c'est pas une erreur, c'est une bonne idée, effectivement, de pouvoir indexer effectivement l'opérateur qui doit surveiller les conditions d'exploitation de son véhicule. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a bel et bien ce qu'il appelle laboratoire des accidents, c'est le bulletin d'analyse des accidents. Sur tous les accidents qui se produisent dans le pays, nous avons une cartographie des zones accidentogènes, nous avons une cartographie donc des accidents, nous avons ce qu'on appelle un bulletin d'analyse des accidents corporels qui est en train d'être réformé en ce moment. Donc nous détenons effectivement des outils d'aide à la décision pour aller vers effectivement l'éradication de ces points-là. On a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, ça c'est un. On a fait beaucoup de séances donc de concertation avec les acteurs
en termes de conseil interministériel regroupant tous les acteurs. Nous le rappelons aussi. Les détenteurs de permis de conduire ne sont pas seulement les chauffeurs professionnels. Nous avons les chauffeurs professionnels qui représentent 30% des détenteurs de permis au Sénégal. Les 70%, c'est les particuliers comme moi, comme lui, comme tant d'autres qui ont leur permis de conduire. Donc il faudra les impliquer. On est en train de parler d'automobilistes, on est en train de parler de conducteurs ou de chauffeurs. Maintenant, le chauffeur professionnel. Je rappelle au doyen Souran que ce sont nos mêmes chauffeurs professionnels qui partent en Europe, qui partent aux États-Unis, avec qui ne subissent aucune autre formation, et c'est les meilleurs chauffeurs dans ces différents pays-là. Allez aux États-Unis, les meilleurs chauffeurs de taxi, c'est les Sénégalais. Allez en France, les meilleurs chauffeurs de poids lourds, c'est les Sénégalais. Et ils n'ont pas subi une autre formation. Donc, allez à Dakar Midi, les chauffeurs qui sont issus de l'Afrique. Donc, ce qui se passe, si je suis votre logique, ce qui se passe relève tout simplement d'une indiscipline. C'est juste ça, c'est la vérité. Donc, des fois, c'est des faux fuyants de parler de formation, de parler... Oui, la formation, elle est bonne. La formation, si la personne qui est formée se comporte comme il veut, parce qu'en se présentant à l'examen, c'est juste une présomption de vérification de connaissances. On vous donne le parchemin. Maintenant, comment vous allez vous comporter sur le réseau? C'est comme un diplômé, c'est comme un docteur, c'est comme nous. Ça relève ça relève d'une responsabilité individuelle. On est d'accord que l'État doit encadrer, on est d'accord que l'État doit mettre en place des centres de formation. Et tout ça, c'est pris en compte dans la nouvelle loi d'orientation qu'on a partagée avec tous les acteurs. Donc, je persiste pour dire que c'est toujours le comportement humain, c'est toujours l'indiscipline qui, effectivement, cause la plupart des accidents. Merci beaucoup. On amène les plus grands formateurs du monde. Si les gens ne changent pas leur comportement, on aura toujours... Les accidents seront toujours là. Et la seule solution, c'est de sanctionner aussi. D'accord, c'est de sanctionner. Merci beaucoup, cher Omar Gueye. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Alors, Monsieur Souran, je termine avec vous juste quelques secondes par rapport à ce que Monsieur Gueye a dit, vite fait. Tant qu'on sera dans cette logique de polémique, on ne réglera rien du tout. Moi, je ne m'attaque pas au ministre Mansour. Même si cela est dans la loi d'orientation, c'est une erreur, c'est pas la Bible, c'est pas le Coran. On ne peut pas être puni pour une chose dont on n'est pas responsable. Le propriétaire n'est pas dans le véhicule, il ne conduit pas le véhicule. Le chauffeur a un permis, c'est lui qui doit être pénalisé. On n'a qu'à nous référer aux hommes de droit. On ne peut pas punir quelqu'un pour une somme qu'il n'a pas connue. Je sais, on ne va pas polémiquer sur le sujet. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de solutions. Vous avez certainement des propositions à faire vite fait en 2 secondes. C'est d'abord de respecter les acteurs, de discuter avec les acteurs et de comprendre que l'État a la responsabilité de garantir la sécurité publique. Il ne faut pas qu'on file nos responsabilités. Nous devons mettre en place ce centre de formation. S'il n'est pas mis en place, on ne réglera rien du tout. On est dans le secteur, on sait ce qu'on dit. D'accord. Merci beaucoup Momar Sourang. On vous retrouve également à 13h. Momar Sourang, coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal. Merci également à Cheikh Omar Gueye, le directeur des transports routiers. C'était Point de vue. Mesdames, Messieurs, c'était le midi présenté par Barthélémy Ngom. J'ai abusé du temps. Toutes mes excuses.